Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de l'acte 1, scène 1 de la pièce On ne badine pas avec l'amour, publié par Musset en 1834 dans le recueil Les spectacles dans un fauteuil. Dans cette pièce, Musset va illustrer le proverbe qui lui donne son titre par la mise en scène d'un triangle amoureux, Perdiccas, Rosette et Camille, qui se soldera par la mort finale de Rosette, sacrifiée sur l'autel de l'amour. Nous sommes ici dans la scène d'exposition de la pièce. Maître Blasius, le gouverneur de Perdiccas, revient annoncer à son père qu'il a terminé ses études et qu'il revient lui-même dans le domaine familial. Il est accueilli par le chœur, un personnage choral constitué des villageois dirigés par le baron, et c'est à eux qu'il va décrire ce qu'est devenu le jeune Perdiccas. Je passe ainsi à la lecture du texte. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon, vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdiccas, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité, et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries qu'on ne sait que lui répondre les 3/4 du temps. En tant que gouverneur, maître Blasius est responsable de l'éducation de Perdiccas. Simplement, dans ce texte, va se manifester la gloire qu'il tire d'une éducation si bien faite de son élève. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi maître Blasius représente-t-il l'éducation de Perdiccas? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 3 parties. Une première des lignes 1 à 3 dans laquelle nous aurons la caractérisation du personnage de maître Blasius, puis la description qu'il fait de Perdiccas, lignes 4 à 12, avant de revenir à l'intérêt qu'a maître Blasius dans l'éducation de la ligne 12 à 21. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une injonction qui se fait via le système subjonctif. Cette injonction va manifester une conditionnalité de l'information qu'il doit transmettre. Cette fameuse nouvelle d'importance va être ainsi subordonnée à une forme de paiement qui se ferait en vin. Ici, ce premier verre de vin de la pièce va définir le vice de maître Blasius qui passera l'intégralité de la pièce à boire. Par ce système injonctif se manifeste aussi un rapport de hiérarchie entre maître Blasius et le chœur qui lui répond en le désignant exactement comme maître Blasius. Ici, le terme maître peut ainsi être interprété en sileps. Il est effectivement le maître de Perdiccas, puisqu'il est son précepteur, mais il est aussi un maître par rapport à eux, puisqu'il fait partie d'une classe sociale supérieure. Cependant, à l'injonction de maître Blasius répond l'injonction du chœur avec l'impératif « buvez » qui va fonctionner ici de manière ironique, comme le montre l'usage du superlatif relatif, notre plus grand écuelle, qui montre qu'ils le connaissent bien et que ce premier verre de vin est en fait habituel. Écuelle va par ailleurs insister sur l'animalité du personnage qui est réduit à ses plus bas instincts. Le déterminant nôtre va bien montrer l'aspect collectif du chœur. Il s'agit d'un ensemble de villageois qui vont constituer ce personnage. La réplique fonctionne ainsi comme une didascalie interne, montrant l'aspect de metteur en scène du chœur, conformément à son rôle traditionnel dans la tragédie antique d'annonce de ce qui adviendra. Ainsi alors peut s'expliquer la valeur de certitude du futur utilisée dans la dernière partie de la réplique. Je passe ainsi à la deuxième partie, dans laquelle maître Blasius va utiliser immédiatement un hypocoristique, mes enfants, qui va insister à la fois sur son statut d'ecclésiastique, mais qui introduit aussi dans sa réplique un ton paternaliste qui s'inscrit dans cette dynamique de supériorité hiérarchique. Cela va se poursuivre avec l'épithète par laquelle il qualifie le jeune Perdiccas, fils de notre Seigneur, sur lequel on peut voir une sileps. Perdiccas est à la fois fils de Dieu et donc à égalité avec le chœur, mais il est aussi le fils du baron et du coup leur supérieur
hiérarchique. Maître Blasius, en tant qu'ecclésiastique, fait ainsi le lien entre Dieu et ses enfants, mais aussi entre le baron et ses vassaux. La caractérisation de Perdiccas se fait par l'adjectif jeune, qui est défini juste après, il vient d'atteindre sa majorité, c'est-à-dire qu'il a 21 ans, et aussi par son intelligence, définie indirectement par son brevet de docteur reçu à la capitale. S'instaure ainsi un système d'opposition entre Paris, ville capitale au sens propre, ville du savoir, et le château, auquel il revient, qui se définit par la négative comme éloigné du centre et rempli de naïveté. L'intelligence du jeune Perdiccas va se manifester en particulier par sa manière de parler, caractérisée par le comparatif si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre. À travers ce comparatif et l'usage de l'impersonnel on, va être mise en scène la même opposition qu'entre Paris et le château, entre Perdiccas et les gens qui y habitent. Par ailleurs, on peut noter aussi l'adjectif fleuri qualifiant les manières de parler qui peuvent là aussi rentrer en sileps. Il s'agit d'une part de ce qu'on appelle les fleurs de rhétorique, c'est-à-dire la manière de bien parler, mais aussi par métaphore, cela peut faire référence à l'ancien verbe fleureter qui voulait dire compter fleurette, c'est-à-dire séduire. Ainsi, l'intelligence de Perdiccas serait-elle moins mise au service de la connaissance que de la manipulation et de la séduction amoureuse. Cela va se voir confirmé par l'adjectif antéposé gracieuse qui relève là encore du lexique amoureux. Maître Blasius va se contredire lui-même en présentant l'exemple de la botanique ou de la météorologie, puisque si Perdiccas a été montré comme un personnage dont on ne comprenait pas la parole, cela s'opposerait avec ce que Maître Blasius dit de ses explications claires, ligne 9. L'usage de la négation et du système des subordonnés compléments circonstanciels d'opposition insiste aussi sur le pédantisme potentiel du personnage de Perdiccas, renforcé encore par l'usage qu'il fait de la langue latine, qui est certes la langue du savoir, mais qui n'est pas la langue commune, et qui est même, au XIXe, une langue en fort déclin. La comparaison « ouvrir des yeux grands comme la porte que voilà » ancre Maître Blasius dans une certaine forme de trivialité qui le rapproche de fait des personnages du chœur et qui l'oppose au personnage de Perdiccas tel qu'il le met en scène. Cependant, là encore, l'exemple qu'il donne, le voir dérouler un des parchemins qu'il a coloriés d'encre de toutes couleurs de ses propres mains sans rien dire à personne, reste ambivalent dans le sens où la manière dont il décrit le parchemin ressemblerait en quelque sorte à un dessin fait et colorié par un enfant. Le complément circonstanciel de manière finale insisterait ainsi sur son humilité afin de montrer que le personnage de Perdiccas se définirait par sa maîtrise de la parole, tant orale que écrite. La métaphore du diamant fin, au sens de raffiné, va ainsi mettre en scène un personnage caractérisé à la fois par sa préciosité, mais aussi sur son éducation qui lui a permis de sortir de sa condition brute afin de se transformer et de gagner encore en valeur. Le présentatif « Voilà ce que je viens annoncer à Monsieur le Baron » achève ainsi la mise en scène du personnage de Perdiccas en mettant en abîme l'annonce à venir à son père. Je passe ainsi à ma dernière partie. Cette annonce est loin d'être gratuite. Au contraire même, Maître Blasius révèle l'honneur que Perdiccas lui fait, puisqu'en tant que précepteur, ce serait grâce à lui que Perdiccas aurait atteint ce statut de diamant fin. On se rend bien compte ici de la contradiction interne, puisque dans le comportement qu'il montre depuis son arrivée, Maître Blasius ne semble rien avoir de commun avec le jeune maître qu'il décrit. Cela se confirme avec la didascalie interne qui insiste sur sa maladresse, apporter une chaise que je descende sans me casser le cou, et par le statut métaphorique que prend cette scène, notamment à travers l'expression « la bête est tant soit peu rétive », qui montre qu'il n'est même pas capable d'éduquer la mule qu'il monte, et donc par répercussion que ce n'est pas lui qu'il faudrait féliciter potentiellement pour l'éducation de Perdiccas. Sa réplique s'achève alors sur ce qui va finir de le définir, le vin.
La réplique du chœur fonctionne ainsi un peu comme un effet de clôture de la tirade de Maître Blasius par la reprise « Buvez Maître Blasius » à la ligne 3 et à la ligne 16, et la redéfinition, à travers ce personnage choral, de ce qu'est Perdiccas. Maître Blasius le définit comme jeune, le chœur, lui, le définit comme petit, insistant ainsi sur l'enfant qu'il a été et confirmant à mi-voix l'inutilité du discours de Maître Blasius, le discours étant toujours inférieur au réel. Le souhait exprimé par le chœur va ainsi résonner du fait du statut du personnage comme une forme de destin ou d'annonce fatale, le souhait d'une innocence enfantine qui aurait perduré. Le problème, c'est que précisément, ce souhait porte en lui-même sa propre contradiction, puisque si enfant désigne celui qui ne parle pas, alors le discours de Maître Blasius, en l'ayant présenté comme un maître en parole, montre bien que l'enfant n'existe plus dans le cœur de l'homme, ce qui lancera de fait l'aspect tragique de son retour. Le texte s'achève sur une réplique de Maître Blasius qui met en scène à la fois son alcoolisme, mais aussi son rapport trouble à la religion, puisqu'il utilise du vocabulaire proprement religieux, foi, croyait à Dieu, mais dans un contexte de conversation banale et non plus au sens propre, et sur l'annonce finale d'un orgueil paradoxal parce que sans prétention. Ainsi, la présentation de Perdiccas devient bien, dans le discours de Maître Blasius, une représentation personnelle. En quoi Maître Blasius représente-t-il l'éducation de Perdiccas ? Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'agissait effectivement d'une présentation intégrée à la scène d'exposition qui va ainsi participer de la caractérisation du personnage dont on parle, c'est-à-dire Perdiccas, autant que celui qui parle, Maître Blasius, et de celui à qui on parle, ici le personnage du chœur. Cependant, cette présentation se fait représentation. Représentation parce qu'il est le gouverneur et donc l'éducation de Perdiccas devrait être à l'image de Maître Blasius, ce qui permet alors de faire honneur à ce personnage du fait de la valorisation qu'il fait de Perdiccas. Cependant, Maître Blasius étant vicieux par son alcoolisme, cette représentation pourrait signaler aussi le vice insidieux chez Perdiccas. En effet, ce vice va se révéler, notamment à travers l'aspect manipulateur dans la posture et le discours qu'il peut faire, mais aussi à travers le statut dominateur caractérisé par les injonctions de Maître Blasius, qui pourront être les mêmes qu'emploiera Perdiccas lorsqu'il considérera ses vassaux. Ainsi, nous avons à la fois une présentation et une représentation indirecte qui conditionnent les personnages à l'image d'un destin tragique qui se dessine ici dès l'exposition. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé quelles sont les questions qui sont sous-entendues dans le discours rapporté, lignes 7 à 9. Pour identifier ce discours rapporté, il faudrait retrouver ici les verbes introducteurs de discours, en l'occurrence le verbe dire qui est présent à la ligne 8 et à la ligne 9. Le mot « comment » à la ligne 8 fonctionnerait ainsi comme une conjonction de subordination introduisant ce fameux discours indirect. Pour ce qui est de la deuxième occurrence de dire, on serait ici plutôt dans le cadre d'un discours narrativisé, le mot « pourquoi » venant ainsi résumer l'intégralité de la réponse de Perdiccas. À partir de ces discours rapportés, il faut considérer les propositions que complètent ces discours afin de pouvoir identifier la question. Ainsi, comment cela s'appelle en latin correspond à la proposition « il ne voit pas un brin d'herbe à terre ». La question à laquelle il répond sera donc la suivante: comment s'appelle ce brin d'herbe? De la même manière, à la réponse du pourquoi, il faut trouver la question dans la proposition complétée quand il fait du vent ou qu'il pleut, ce qui nous permettrait d'établir que la question initiale sous-entendue serait pourquoi fait-il du vent ou pourquoi pleut-il?